Bonjour, vous écoutez Le Monde décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Bonjour chers amis et auditeurs des podcasts du Monde décrypté. Les jours que nous vivons sont particulièrement graves. Cette situation de guerre en Ukraine, totalement inattendue, explique la forte demande de médias. Les nombreuses interventions de Gérard Vespierre ont été bien sûr mises en ligne sur la chaîne lemondedécrypté.tv. Gérard, bonjour. Bonjour mon cher Arnaud. Nous vivons des moments de guerre sur le sol européen qu'aucun observateur n'a vu venir. Seuls les États-Unis alertaient le monde sur la très probable attaque de l'Ukraine par la Russie. Et je fais totalement partie des analystes qui se sont jusqu'au bout placés dans une logique rationnelle, qui nous menait à un chemin de négociation musclé, certes dans la rhétorique, peut-être aussi dans les moyens de pression, mais à l'absence de conflit. Nous aurons l'occasion de revenir dans cet entretien probablement sur les causes profondes de cette intervention militaire. La guerre n'a pas seulement surgi, nous sommes même au milieu de références à la guerre nucléaire. D'où directement ma première question, comment en sommes-nous arrivés à cette irruption de la terminologie nucléaire ? Nous en sommes arrivés là parce que c'est un choix de la part des dirigeants russes. Ils ont décidé de mener non pas une guerre totale, mais d'inclure dans les éléments du conflit une composante très forte de guerre psychologique en vue d'obtenir le plus de gains possible dans le cadre des négociations. Pouvez-vous développer cette démarche ? Alors, ils ont mis en avant l'usage de la dialectique nucléaire sous différentes formes et dans le cadre d'un triple objectif. Premièrement, montrer avec ces vocabulaires nucléaires à la communauté internationale la plus extrême des déterminations. Je dis bien montrer. Deuxièmement, faire peur aux opinions publiques occidentales et surtout européennes, puisque là, les Européens sont les voisins. Et troisièmement, valider cette notion de force par la violence des propos précédents, nazis, cocaïne, dans un corps lexical, dans un corps de vocabulaire, de violence, qui multiplie le degré de détermination déjà affiché. Donc, quelle a été la démarche ? Premièrement, Vladimir Poutine a lancé le mot d'alerte nucléaire, de mise en alerte nucléaire des forces donc militaires nucléaires de la Russie. Et dans un deuxième temps, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a évoqué le terme de guerre nucléaire, bien sûr, en la projetant, cette notion, à l'usage des Européens, comme si c'était nous qui menacions la Russie d'une guerre nucléaire. Et troisièmement, les militaires russes sur le terrain en Ukraine agissant sur les centrales nucléaires. Donc on avait ce triptyque. Donc le pouvoir russe, finalement, a auto-alimenté la dialectique nucléaire. Voyez-vous, dans chacune de ses composants, le président, le ministre des Affaires étrangères et les militaires russes sur le terrain. Les États occidentaux ne sont nullement laissés entraîner dans cette spirale. On a vraiment, je crois, l'ensemble des dirigeants ont refusé de rentrer dans cette spirale dialectique. Le président des États-Unis est d'ailleurs parti en week-end comme d'habitude. Et il avait déjà démontré la justesse des informations et des analyses et des pronostics américains quant à l'invasion russe. Donc, la détermination totale, c'est le premier objectif que la Russie a voulu afficher dans ce vocabulaire nucléaire, la détermination totale. Ça veut dire, en termes de communication, nous ne reculerons devant rien pour atteindre nos objectifs. Les Ukrainiens ne peuvent que perdre dans ce conflit. Il n'y a pas d'autre issue. Nous sommes des radicaux déterminés. Deuxièmement, donc l'action sur les opinions publiques
aussi bien européennes qu'internationales, pour qu'elles soutiennent totalement une non-intervention de l'OTAN par peur des représailles nucléaires, n'est-ce pas? Donc là, il y a tout un dispositif psychologique et destiné donc à l'opinion internationale, et deuxièmement, également vers la Russie. Le nucléaire était aussi destiné au public russe, aux citoyens russes, pour exprimer la force et la détermination du régime en face de ses citoyens. Donc, troisièmement, la cohérence de cette communication de violence et de force qui se renforcent mutuellement. Le fait d'être radical dans le nucléaire renforce la radicalité des expressions de nazis et renforce toute la lexicologie, les vocabulaires, les idées que les Russes ont implantées autour de ce conflit, parce que la force est avec eux. Donc il y a ce souci de cohérence et d'efficacité maximum dans le discours. Il y avait donc cette volonté, il faut vraiment bien être conscient de cela, stratégique de cohérence du discours de violence, chaque élément de violence renforçant la force des autres éléments de violence. Mais alors, comment expliquez-vous la comparaison avec la crise des missiles nucléaires de Cuba ? Là, il y avait deux logiques qui convergeaient. Une logique historique, c'était la dernière ou la première aussi grande crise impliquant le nucléaire, et l'habileté, deuxièmement, médiatique de tous les médias du monde à relayer la peur. Donc les médias ouvrent grande ouverte la porte de la peur pour les téléspectateurs, qui mobilisent l'attention, qui font, monter l'audimat. La dernière peur nucléaire et cet accroissement de peur était dans l'intérêt de la communication, troisièmement, de l'influence voulue par Moscou. Mais comparaison n'est pas raison, et les deux situations n'ont absolument rien à voir. Donc deux situations, la crise des missiles de Cuba est ce que nous vivons actuellement. En effet, Cuba, que s'est-il passé? Eh bien, lors de la crise de Cuba, les Russes ont transporté leurs missiles sur des milliers de kilomètres pour les faire venir vers l'île de Cuba, se rapprocher des côtes américaines. Donc il y avait un mouvement militaire nucléaire de missiles venant à l'approche des côtes immédiate, à l'approche immédiate des côtes américaines. Donc là, il y avait une rupture dans l'équilibre précédent, avant le déplacement de ces missiles. Il y avait une volonté de force, une volonté de rupture, de casser la situation antérieure. Et là, nous sommes, deuxièmement maintenant, dans une situation absolument différente, n'est-ce pas? Il n'y a eu aucun mouvement de déplacement de missiles pour changer l'équilibre. Il y a simplement, en 2022, vu du Kremlin et décidé et mis en scène une mise en alerte. Mais qu'est-ce qu'une alerte? Eh bien, une alerte, c'est simplement dire aux équipes en charge du nucléaire à terre, dans les airs et dans les sous-marins, eh bien, on arrête de se reposer, on se met au poste opérationnel. Donc voilà, c'est simplement une mise en alerte. Ce n'est pas une rupture stratégique comme a été la crise des missiles de Cuba. Et donc il y a eu une montée en puissance, puisque après la mise en alerte, mise en scène par Poutine vis-à-vis de son ministre de la Défense, eh bien, il y a eu après le relais du ministre des Affaires étrangères Lavrov, qui lui a parlé de guerre nucléaire 3 jours plus tard pour faire monter la peur. Il y a donc une totale, mais absolument totale différence entre les deux situations. Cette comparaison, comme le discours de Poutine, fait partie de la panoplie des processus d'influence, de communication, pour déséquilibrer l'adversaire international, l'OTAN, mais n'a pas de valeur stratégique réelle. Donc aucun des intérêts vitaux de la Russie n'est engagé
concrètement, en profondeur, ce qui se passe actuellement n'est que la perspective, le chiffon agité par la Russie, d'une perspective potentielle adhésion d'un État, l'Ukraine, à une alliance défensive, n'est pas crédible pour déclencher une guerre avec d'aussi grands risques. Ce n'est pas parce que vous avez un sentiment de difficulté sur le plan diplomatique que vous créez une invasion de cette ampleur, surtout avec et contre un peuple frère, cousin, avec 800 ans d'histoire et en s'approchant du berceau, à savoir Kiev. Donc le camouflage de cette attaque, les négociations refusées avec le principal intéressé, Poutine a dit « je ne veux parler qu'avec Washington », alors que le problème c'était Kiev, indique que l'enjeu est beaucoup plus important. Mais selon vous, quel est l'enjeu de ce conflit ? L'enjeu, c'est-à-dire le facteur ultime qui est visé, eh bien, c'est la perpétuation ou la survie du régime autoritaire en place à Moscou, organisé autour du complexe militaro-industriel, des forces de sécurité et des services de renseignement, les trois piliers du régime. Comment allez-vous aussi loin ? Comment construisez-vous votre analyse ? Eh bien, voyez-vous, les orientations prises depuis Maïdan et avec l'accélération donc au cours de ces 8 dernières années conduisaient systématiquement l'Ukraine vers une orientation politique européenne, c'est-à-dire une orientation politique démocratique et qui s'accompagnait bien sûr d'une lutte contre la corruption, d'une ouverture économique et donc d'une situation, d'un choix de politique économique libérale. Et cela, c'est une vitrine qui allait se créer donc juste à la frontière russe, une vitrine qui était un contre ou qui aurait pu être un contre-exemple radical par rapport au système russe. Et ceci dans une situation de géographie humaine très très proche. On est, comme on l'a déjà expliqué de façon systématique, entre deux peuples cousins et frères. Donc l'un aurait été, avec le système russe en Russie, enclin à suivre et forcé à suivre un système autoritaire, et puis de l'autre côté de cette frontière invisible, eh bien, en Ukraine, il y aurait un système de liberté. Et ça, voyez-vous, c'était un très grand risque, et je pense qu'on arrive à la conclusion que finalement, le ressort de cette décision du Kremlin d'intervenir, c'est de dire, si nous laissons cette situation s'installer, si nous créons à notre porte immédiate un modèle, un anti-modèle, et nous le laissons s'installer et croître et embellir, eh bien nous mettons notre modèle autoritaire, appuyé sur le complexe militaro-industriel, les forces armées, l'absence de liberté politique, l'absence de liberté individuelle, et puis un système économique très centralisé, quoi qu'on en dise encore, eh bien, notre propre système va être radicalement en péril. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas l'envisager. Donc, si nous n'arrêtons pas maintenant la possibilité pour l'Ukraine d'évoluer vers un système européen, atlantique, libéral en politique et en économie, eh bien, c'est nous-mêmes, notre propre système, l'intérêt d'une petite caste sécuritaire, militaire, industrielle qui est au pouvoir en Russie depuis la chute du communisme, et même bien avant, le pouvoir de l'armée rouge était immense, n'est-ce pas, depuis 1945. Eh bien, voilà, c'était finalement le pouvoir russe, dans sa substance, s'est senti avoir le dos au mur. Merci pour cet étonnant et très perspicace parcours au milieu des menaces nucléaires et des réalités stratégiques.
Cette guerre se dirigera prochainement vers un cessez-le-feu, mais dans combien de temps? Nous aurons hélas l'occasion d'en reparler. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interventions de Gérard Vespierre sur les théâtres géopolitiques du monde sur son site www.le-monde-décrypté.com ou sur la chaîne YouTube lemondedécrypté.tv. Les abonnements y sont gratuits. À bientôt pour de nouveaux décryptages et d'ici là, prenez bien soin de vous.